Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque lundi, Frédéric Worm se pose son regard de philosophe sur les grandes problématiques qui s'imposent à notre société. Ce soir, je reçois deux invités, deux récitants. Daniel Mesguich, qui est récitant, mais aussi metteur en scène et acteur. Emmanuel Lescou, qui est récitant, mais aussi helléniste, pianiste et professeur en classe préparatoire. Bonsoir, messieurs les récitants. Bonsoir Frédéric Worms. Bonsoir Frédéric Worms. Daniel Mesguich et Emmanuel Lescou, je vous ai mentionné comme tous les deux des récitants. C'est ce que vous m'avez tous les deux mentionné, comme devant être mentionné. Qu'est-ce que vous entendez par là, Daniel Mesguich, peut-être d'abord? Qu'est-ce qu'un récitant? Oh mon Dieu. Un récitant, c'est quelqu'un qui lit. C'est un lecteur avant tout, mais un lecteur à haute voix. Donc pour un public. Et c'est, pour moi, celui qui serait chargé de réveiller la voix qu'il y a toujours au fond de l'encrier. Au fond de l'encrier, qui lui-même s'est déposé sur une feuille ou... Exactement. Emmanuel Lescou, un récitant, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors pour moi, Frédéric Worms, évidemment, récitant, je vais le traduire en grec, c'est l'aède, c'est aoidos. Sauf que, on le sait, la différence entre l'aède originelle, qui sans doute récitait peut-être sans support d'écriture. Il n'y a pas eu d'encrier dans son cas. Et oui, mais cette aède originelle que nous essayons tous de retrouver, hein, et Daniel et moi avons fait aussi cette tentative, ce chemin-là, il a été suivi par les rhapsodes, les fameux rhapsoidoi classiques, qui vont chercher le texte de la voix dans le texte. Alors, Emmanuel Lescou et Daniel Mesguich, vous venez de publier, d'éditer, de composer ensemble un double disque à deux voix, l'Iliade des femmes, récit homérique à deux voix, qui vient de paraître aux éditions des femmes, Antoinette Fouque. Et c'est un étonnant dispositif, j'allais dire. Je voudrais d'abord parler du dispositif qui me rappelle de loin un très noble dispositif scolaire aussi, un dispositif qui retentit un peu entre vos deux voix. C'est un double disque où on entend des extraits de l'Iliade d'Homère, dit, récité, donc par vous deux, d'abord le plus souvent dans la version française, sauf si je ne me trompe, dit ou récité par Daniel Mesguich, puis, et parfois d'une manière un peu plus compliquée, mélangée dans la version grecque, récitée, mais d'une façon sur laquelle nous allons revenir, en grec ancien, dans le grec d'Homère, au sens le plus proche du terme, par Emmanuel Lescou. Comment vous est venu ce dispositif? Et est-ce que j'ai raison d'y voir aussi un écho de quelque chose qu'on pratiquait, j'allais dire, à l'école quand on faisait, et quand on fait encore du latin et du grec, qui est une traduction d'un genre bien particulier, un travail entre les langues, entre les voix, en tout cas entre vos deux voix. Donc, comment vous est venue cette idée, ce projet et cette pratique, Emmanuel? L'idée, c'est de non pas reconstituer ce qu'est ou ce qu'était, puisque malheureusement, Frédéric Worms, nous n'avons pas d'enregistrement des aèdes grecques. Malheureusement pour nous, l'idée n'est donc pas de reconstituer quelque chose, mais de faire vivre dans le dialogue des voix françaises et voix grecques anciennes, de faire vivre un choix, parce que ce double CD est un choix, un parcours précis dont on reparlera, je pense, ensuite, c'est-à-dire une Iliade vue par le fil conducteur des femmes. Une anthologie féminine dans et de l'Iliade. Oui, et tracer un parcours de femmes et de déesses, et les deux se mêlant toujours dans le monde homérique. Voilà. Et du point de vue des voix, bien sûr, il y a une tradition scolaire, comme vous le disiez bien, Frédéric Worms, de ce petit grec et ce petit latin qu'on fait à deux voix. Mais là, je dirais, c'est beaucoup plus pour remonter à toute une origine vocale, finalement, de la littérature et de la musique occidentale. Voilà. Et ça se fait forcément à deux voix. Oui, moi je dirais Daniel Mesguich. Moi je dirais que c'est comme un ajustement, en quelque sorte, qui est proposé. S'il n'y avait que le texte français,
quelles que soient les vertus de la traduction, il manquerait quelque chose. Indéniablement, il manquerait le signifiant premier. S'il n'y avait que le grec, en France en tout cas, il manquerait du sens, enfin pour la plupart des gens qui ne parlent pas grec. Et quand bien même il comprendrait le grec, je crois que ça va trop vite quand c'est oral pour saisir. Alors, les deux voix permettent qu'il y ait une troisième voix, si j'ose dire, VOIX, et c'est celle qui est en creux entre nous deux. Entre la voix d'Emmanuel et la mienne, eh bien, il y a une voix à la fois inaudible et qui est la plus importante, et qui est, peut-être, je ne sais pas si c'est celle d'Homère, le vrai Homère, enfin bon, mais en tout cas, la voix qui permet de suivre et d'entendre ce que Homère avait chanté. Est-ce que vous faites du grec? Est-ce que vous avez fait du grec, Daniel Mesguich? J'ai fait un peu de grec quand j'étais au lycée, bien sûr, mais jusqu'au bac, mais je ne suis pas au niveau d'Emmanuel, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que quand, peu à peu, à force de vous voir soit suivi, soit entrecoupé, soit précédé par le texte grec lu et même chanté par Emmanuel Lescaut, est-ce que vous avez eu l'impression d'entrer dans le texte, même sans le comprendre littéralement? Est-ce que vous avez eu l'impression d'une familiarité avec la langue grecque, celle d'Homère, celle qui vous a donc accompagné pendant tout ce disque? Oui, parce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric Worms, qu'il y avait d'abord le français, puis le grec. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et souvent, quand nous avons enregistré, nous l'avons lu une fois pour nous, puis nous l'avons enregistré en une seule prise. Eh bien, je me laissais imprégner par ce que faisait Emmanuel. Ce qui fait que quand j'entendais une certaine qualité de voix, une certaine tonalité, j'essayais non pas d'adopter la même, de singer, d'imiter, mais d'entrer en harmonie avec cette voix-là. Et finalement, oui, d'autre part, je ne suis pas très, très bon helléniste, bien que j'ai traduit Médée d'Euripide, que j'ai monté par la suite. Mais j'ai passé un été laborieux, terrible, avec mon bailli, enfin je devenais fou. Avec tous les verbes irréguliers, je devenais fou. Mais je reconnaissais le texte, c'est-à-dire que pendant qu'Emmanuel... Voilà. Une reconnaissance mélodique, une reconnaissance... Mais plus que ça, je retrouvais les mots, je suivais ce qu'il disait, j'avais le texte écrit sous les yeux, le sien, le grec, et je suivais, je savais où on en était chaque fois. Et qu'est-ce que ça vous a fait de vous remettre dans le grec? Moi, je trouve que c'est magnifique. Ce qui s'est passé là était magnifique. C'était vraiment un petit miracle, hein. En tout cas pour nous, j'espère pour l'auditeur, mais en tout cas pour nous. Tout se passait comme si la source était à portée de main, en quelque sorte. Vous savez, quand on lit un texte, moi j'ai lu des quantités de textes, j'ai enregistré beaucoup de textes, et eh bien, ce qu'on a, c'est un livre, ou parfois même des pages tapées à la machine, enfin, par ordinateur. Et voilà que tout à coup, j'avais l'impression, non pas d'avoir Homère à côté de moi, n'exagérons rien, mais j'avais l'impression que la source était là. La source était là, incarnée, à portée de main. Mais alors Emmanuel Lescaut, donc vous avez plusieurs visages, casquettes, facettes. Je voudrais d'abord, en tant que professeur, paradoxalement, avant le pianiste, avant l'helléniste, celui qui aussi, dans sa thèse, a reconstitué les intonations d'Homère ou travaillé sur l'intonation homérique, en tant que professeur, est-ce que vous aviez l'impression aussi d'expliquer le texte à mesure que vous le disiez? Est-ce que votre diction a eu aussi un rôle un peu pédagogique vers le français, entre les langues, pour aussi prolonger ce travail de transmission aussi du texte grec, de la langue grecque, et de cet entre-deux dans lequel qui peut définir la culture aussi, l'enseignement? Je crois qu'on est à un tournant. Et un tournant attendu, et je suis heureux que ce tournant arrive aussi. Dans la culture, dans l'histoire? Dans l'histoire de la transmission, en particulier du grec ancien. Parce qu'on s'aperçoit que, après les Byzantins, qui ont transmis à leur manière, avec la prononciation grecque antique byzantine tardive, puis la Renaissance, les musiciens de la Renaissance, Monteverdi, l'Académie de Paris, ces gens-là ont voulu eux aussi reprendre cette voix perdue du grec ancien et des textes, et puis bien sûr le romantisme allemand, et puis Rousseau qui disait une phrase qui moi me sert de guide chant. Rousseau disait dans son dictionnaire de musique, les Grecs pouvaient chanter en parlant, mais nous devons choisir entre chanter ou parler. Donc lui, il avait tout compris, évidemment. Et puis Nietzsche aussi s'emportait contre certaines formes de prononciation un peu violentes, avec des accents forts à l'allemande. Il voulait quelque chose de musical. Voilà. Et
Aujourd'hui, il y a, je ne suis pas, on est très peu nombreux malgré tout, mais ça commence. Il y a une tradition qui est repartie de cette recherche d'une voix naturelle en grec ancien, sans jamais affirmer à une reconstitution d'une vérité. Voilà. Donc, moi, si peut-être, et j'en suis évidemment plus qu'heureux et disons flatté, et je dirais que ce que Daniel Mesguich vient de dire là, de son impression, j'ai pu la vérifier, pas simplement avec moi, mais avec les gens avec qui j'ai travaillé, bien sûr, avec Stephen Date, cet Américain pionnier des années 80, qui est venu comme ça performer à l'École normale supérieure, sous les oreilles et les yeux un peu abasourdis de la Sorbonne, est venu performer du grec mélodisé. Hein, c'est le premier pionnier américain qui a enregistré un Homère complet, des récitals, etc. Ensuite, moi, j'ai travaillé avec Philippe Brunet, et avec Philippe, on a aussi performé. Il y a une école comme ça de gens qui essayent de mettre du son. Donc, effectivement, l'effet que peut faire une mélodisation, chacun avec son interprétation différente, sa voix différente, cet effet-là, Frédéric Worms, je le connais un peu pour le pratiquer dans mon enseignement, pour le pratiquer sur scène, y compris avec des enfants. C'est un effet très prenant, parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que Homère était une forme de rap ou de slam, et on a besoin de ça. Voilà, il y a une espèce de besoin de rythmiser et de mélodiser ce grec ancien. Donc, c'est immédiatement perceptible. Est-ce que vous pensez, Emmanuel Lescaut, donc que cette reconstitution, qui n'en est pas une, quand même, il y a un effet de science, d'ailleurs, il y a un effet de mystère. Comment est-ce qu'on peut même avoir une idée de la prononciation de périodes où on n'enregistrait rien, effectivement? Est-ce que vous croyez que c'est un des moyens de retourner au contenu de texte qu'on oublie trop souvent d'enseigner, de lire, peut-être un moyen d'aller au cœur même de la culture? Alors, cher Frédéric Worms, vous êtes philosophe, vous avez lu et relu les Grecs, et je pense aussi... Mais je serais incapable de le lire ni en grec, ni de le dire. Mais quiconque lit du Platon, lit quelqu'un qui ne parle que de voix. Phoné, en grec ancien, ne parle que de voix. Les Grecs ne parlent que de voix. Ils sont obsédés par la voix. Dans un très fameux livre, bien sûr, Jacques Derrida, dans la grammatologie, avait repris toute cette tradition, etc., tout ce problème. Il y a quelque chose de très étonnant, en particulier dans l'enseignement français, c'est que le grec est l'objet d'une science considérable, l'objet d'un travail, malgré toutes les réformes délétères, il survit et on se bat tous pour ça. Et il survivra toujours d'ailleurs, il est passé par bien d'autres périodes barbares que là d'autres, et il a survécu. Mais, très étonnamment, alors que les Italiens, les Américains, les Anglais n'ont pas peur du passage par le corps de la voix, et là il faudrait que je m'adresse à l'immense acteur et metteur en scène qui est Daniel Mesguich, et qui est évidemment une des grandes voix françaises, eh bien, en France, il y a la tête et les jambes, comme on dit. Et donc, il est presque tabou d'essayer de proposer de l'interprétation. Techniquement, je dirais juste un mot, si vous me le permettez, Frédéric Worms, on reviendra. Qui font partie du contenu même de la chose. Hein. Absolument. On ne va pas distinguer ici la technique et le contenu, absolument pas. Le corps et l'esprit, la forme et le fond, tout est inséparable. Absolument. Alors, on a une chance inouïe en grec ancien. Et je m'arrêterai là pour l'érudition. C'est qu'un bienfaiteur, pour moi c'est mon bienfaiteur, il s'appelait Aristophane de Byzance. À l'époque hellénistique, disons à l'époque alexandrine, les successeurs d'Alexandre, grand érudit, qui a fait les premières éditions érudites d'Homère en inventant pour les non-hellénophones, qui parlaient tout un tas de langues, évidemment, des peuples étrangers, qui voulaient apprendre à dire Homère, il a inventé les signes des accents du grec. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe, qui, et les Grecs, nous le savons parce qu'ils nous l'ont dit dans les traités, sont des signes de mélodie. Autrement dit, il y a des voyelles accentuées qu'il faut chanter aigu, d'autres plus graves, et il y a des voyelles longues où l'accent monte et descend, où l'accent descend et monte. Voilà. Donc, c'est comme si, je le dis toujours, il n'est pas très difficile de se lancer. On a la partition, il suffit qu'il y ait des interprètes, même malhabiles, même peu nombreux.
Alors, Emmanuel Lascaux vient de citer Philippe Brunet, qui, dans sa traduction de l'Iliade, a essayé de suivre la rythmique du grec ancien. Et Emmanuel Lascaux a plutôt transposé et fait une transposition spécifique pour ce volume, ces enregistrements que vous venez de faire à deux voix. Daniel Mesguich, qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir ce barde dans votre dos ou à vos côtés, cet aède grec? Est-ce que vous avez essayé de suivre la même mélodie, ou vous avez plutôt, depuis le français, suivi votre propre lecture mélodique spontanée, ou est-ce qu'il s'est passé progressivement une modulation de l'une sur l'autre quand on vous écoute, avec en plus parfois le grec qui intervient dans le français même, parfois un nom propre? Je me souviens d'un passage où il y a Andromaque et tout à coup il y a l'écho dans l'autre langue. Comment est-ce que cette interprétation musicale hellénique et hellénistique a influencé votre diction française? Elle a influencé comme si ça avait été de la musique. C'est de la musique. C'est de la musique. C'est-à-dire que j'avais l'impression que l'un de nous était en majeur quand l'autre était en mineur et vice-versa. Vous avez prononcé le mot écho. C'est bien, je pense que c'est ça. Tout s'est passé un peu comme si il y avait un texte qui était une sorte de palimpseste avec, mettons, un texte français, et puis tout d'un coup, il se délavait, il s'altérait, et ressurgissait ce qui était dessous, c'est-à-dire le grec. Mais tout se passait aussi comme si le grec, à son tour, se délavait, s'effaçait, et que le français, un français d'avant le grec, ce qui est impossible chronologiquement, mais possible mentalement, un français d'avant le grec, hop, revenait. Moi, je trouve que ce qui était formidable, c'est que j'avais l'impression, bien sûr que c'était une traduction en français, je sais bien que Homère n'était pas français, mais j'avais l'impression que cette traduction traduisait aussi le son, et pas simplement les lettres écrites. Et ça change tout. Au fond, quand on traduit un texte écrit, eh bien, on traduit pas tout le texte, parce que ce texte était aussi oral. Il y a toujours une voix au fond de l'encrier, toujours. Surtout dans les textes de théâtre, évidemment, et de poésie, mais même en philosophie, évidemment. Mais même en philosophie, il y a une voix derrière. Il y a toujours eu une voix derrière. La personne qui a écrit avait une voix, et c'est avec cette voix qu'elle écrivait, pas qu'avec de l'encre. Eh bien, je pense que cette traduction que j'avais à dire, qui a été faite par Emmanuel d'ailleurs aussi. Cette traduction, lui, il appelle ça transposition. Oui, il va nous expliquer pourquoi. Voilà. Mais je pense que cette traduction traduisait non seulement les signes écrits, mais traduisait la voix, en quelque sorte. Peut-être c'est pour ça que ça s'appelle une transposition, parce que c'est aussi un terme musical, Emmanuel Lascaux. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai appelé ça transposition. D'abord, elle n'est pas publiée, parce que je tiens à faire le geste de laisser dans la boîte vocale, si je puis dire, le texte écrit. C'est une transposition parce que... Vous voudriez pas qu'on puisse demander les paroles, encore, en gros, comme on si, dit pour les sûr. chansons. Si, vous voudriez mais... qu'on aille voir le livre si on veut. C'est aussi un appel à lire, bien sûr, mais sûr. Là, il faut d'abord écouter. C'est-à-dire que, après tout, nous sommes dans l'Occident moderne, mais déjà depuis longtemps, nous sommes dans un parcours inversé par rapport au grec. Nous allons de l'écrit, nous allons de l'œil à l'oreille, tout le temps. D'ailleurs, c'est ça, apprendre à lire, à épeler, etc. C'est aller à l'oreille, mais par l'œil. Les Grecs faisaient juste l'inverse. Et c'est pas pour rien que la tradition veut, c'est la légende, vous la connaissez, qu'on dit qu'Homère était aveugle. Homère était aveugle parce que pour les Grecs, les choses, la voix rentre par les oreilles et ensuite on peut la mettre par écrit. Donc c'est pour faire ce petit trajet-là que j'appelle ça transposition. En plus, Frédéric Worms, effectivement, et Daniel Mesguich l'a dit, c'est un clin d'œil à la musique. Pourquoi ? Parce qu'en musique, quand on transpose, on change. Comme l'a très bien dit Daniel Mesguich, on se permet évidemment de changer la tonalité, de changer... on change pas mal de choses, et pourtant, c'est à la fois le même et l'autre. Mais alors, pour revenir sur votre entre-deux, qui est vraiment quelque chose, je trouve, de fascinant et qui nous conduit, je pense, au cœur de la culture, de l'enseignement, de la transmission. Est-ce que vous, dans votre diction, Emmanuel Lascaux, donc vous partez de votre diction très, très érudite et en même temps très sensible, très particulière du grec ancien, on va en entendre évidemment un extrait. Est-ce que la diction de Daniel Mesguich en français a influencé votre propre
votre propre jeu, j'allais dire, votre diction du grec. À certains moments, on a l'impression que c'est le texte qui vous pousse, que vous devenez certaines de ces femmes que vous faites revivre à deux. Mais est-ce que il y a des échos aussi pour vous de l'intonation, tantôt malheureuse, tantôt joyeuse, que ces femmes font entendre? Alors moi je voudrais dire la joie que j'ai, la chance que j'ai après un parcours assez solitaire de travail, d'idées un peu personnelles et farfelues, la chance que j'ai d'avoir rencontré Daniel Mesguich. Pourquoi ? Parce que depuis très longtemps, évidemment, je considère que c'est un des rares qui prolonge, qui renouvelle et qui peut-être aussi sauve ce qu'on appelle la tradition de la diction. Et en ce sens, qu'il le sache ou pas, qu'il le fasse volontairement ou pas, il est en prise, il est en relais de l'Antiquité. Et comme on sait, malheureusement, la postmodernité est aussi une machine à hacher, à détruire, à contrecarrer un certain nombre de lois de la diction et de la voix. Donc moi, évidemment, sa voix non seulement m'a inspiré pour dire, et on ne sait plus à un moment donné qui imite l'autre. Alors là, je reprendrai peut-être Daniel Mesguich sur le mot d'imitation. Pour moi, le mot d'imitation n'est pas un mot péjoratif, puisque c'est le fondement même de l'esthétique grecque, ce que les Grecs appelaient la mimesis, c'est-à-dire tout est fondé sur l'imitation. Le problème, c'est que c'est pas dans la perspective, effectivement, d'une singerie. Tout imite tout. Et de ce point de vue-là, non seulement pour performer, comme on dit en franglais, pour faire le disque, mais pour écrire, pour trouver ma propre transposition en français, j'ai pensé aux intonations de la voix de Daniel Mesguich. C'est pour ça que elle est pour lui, d'une certaine manière, et donc ça n'est pas une traduction dont, bien sûr, qu'on peut prendre et laisser. C'est une transposition pour ce violoncelle extraordinaire de sa voix. Alors, au début de la poétique, Aristote dit effectivement que l'homme désire naturellement imiter. Alors évidemment, on s'imite les uns les autres, on imite les choses sensibles. Pour Aristote, l'objet de l'art, c'est aussi d'imiter les essences, la vérité, de faire transparaître à travers le sensible la vérité de la guerre, de l'amour, de la vie humaine et des dieux. Nous allons dans la suite de cette conversation parler je ne sais pas s'il faut dire le contenu, ces formes, ces forces, ces idées, mais tout ce qui transparaît entre vos deux voix, mais d'abord on va vous écouter. Belle sœur, beau frère. Hélène alors adresse à Hector ces paroles de miel. Daire meo, kunoska come cranuo cruo esses. Chos mo pelem matitoi hote me praton te kemeter, oi che stai properosa cacane moio tuella, ei soros ei scuma polu plois boio talasses. Cher beau-frère de la chienne perverse et repoussante que je suis, si seulement ce jour où m'enfanta ma mère, une affreuse bourrasque d'ouragan m'avait ravi, sur une cime ou dans la vague de la mer où mille bruits, la vague m'aurait englouti avant tout ce désastre. Mais même si les dieux m'ont réservé ces malheurs, si seulement j'étais marié à un meilleur mari, qui connaisse le sens de l'indignation, de la honte chez les hommes, celui-là n'a rien de ferme dans le cœur, rien aujourd'hui, rien demain. Je crois qu'il va le payer cher. Alla genun, ei selte, caies deotoi de pidi proi, dair, e peise malista ponos prenas amphibebeken, eine que meo cunoscai Alexandro, e necates. Mais entre donc, cher beau-frère, assieds-toi sur ce siège. Tu dois avoir le cœur si lourd de fatigue et de peine, à cause de la chienne que je suis, et de la folie d'Alexandre. Nous que Zeus accable de fatalité pour servir à l'avenir, de thème au champ futur des hommes de demain. Hoi sinepis deus teke cacomoron hos caiopissa, anthropoi si pelam et aoidi moies omenoisi. Alors l'immense Hector au casque agité lui répond. Me mecatis Hélène, pileo saper. Non. Ne me fais pas asseoir, Hélène, malgré ton affection, je n'en ferai rien.
Déjà mon cœur bondit d'aller à la rescousse des Troyens qui souffrent le cruel regret de mon absence. Mais toi, réveille-le plutôt lui, qu'il se hâte aussi de me rattraper tant que je suis encore en ville. Je m'en vais de ce pas chez moi pour voir ma maisonnée, ma chère épouse et mon petit. Que sais-je si la chance me sera redonnée de revenir les voir, ou si déjà les dieux m'auront maté entre les mains des Achéens. Alors, Emmanuel Lescaut et Daniel Mesguich, nous allons retrouver vos voix de la discussion du soir. Nous venons d'entendre celle de l'Iliade des femmes que vous avez enregistrée ensemble. La voix qui parlait français, si j'ose dire, qui disait le français, c'était celle de Daniel Mesguich, et celle qui disait, chantait, d'ailleurs c'est vrai aussi pour le français, ou chantait, disait le grec, c'était celle d'Emmanuel Lescaut. Alors, une question pour passer à un autre aspect de ce projet, c'est que vous êtes deux hommes, et vous faites ces portraits de femmes, pas seulement parce que c'est des éditions des femmes, mais parce que dans l'Iliade, il y a tous ces visages et toutes ces voix féminines. Vous arrivez, je pense, d'une façon étonnante à restituer toute la palette de des voix féminines. Qu'est-ce que ça vous était comment est venue l'idée d'abord, et est-ce que ça vous a posé une difficulté particulière de ce défi d'incarner les femmes de l'Iliade à vous deux, entre hommes, si j'ose dire? Daniel Mesguich. D'abord, il y a eu une chose qui pourrait être anecdotique, qui est que nous parlions, Emmanuel et moi, d'un enregistrement que nous aimerions faire, et le hasard a fait que les dames qui s'occupent des éditions des femmes sont venues voir un spectacle que je venais faire, et Emmanuel est venu ce même soir. Alors du coup, j'ai parlé à Christine Cazeneuve et à quelques autres, en leur disant, écoutez, nous avons un projet qui pourrait vous intéresser, etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Mais je pense que le filon, si j'ose dire... C'est elles qui ont eu l'idée, Daniel Mesguich, de vous demander, puisque c'est les éditions des femmes, proposez-nous les femmes. Enfin, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, les éditions des femmes, elles font autre chose que oui, c'est une maison d'édition magnifique, moi je trouve, pour laquelle j'ai non seulement le plus grand respect, mais la plus grande tendresse. Et d'autre part, je trouve qu'il y a un courage, depuis Antoinette Fouque, qui est la fondatrice, il y a un courage politique de cette maison d'édition que je trouve admirable. Donc je suis l'allié, l'ami de cette maison d'édition, quant à moi. Et je suis très très fier d'avoir déjà fait quelques disques avec elle. Et je suis un des rares hommes, il y en a quelques-uns, mais je suis un des rares hommes à avoir fait des disques aux éditions des femmes. Et j'en suis très très fier, vraiment. Non, elles n'ont rien demandé de spécial. Mais le filon était passionnant. Alors ça, je vais peut-être laisser Emmanuel expliquer pourquoi les femmes. Mais il me semble que il y a, au milieu de toute cette force, pour reprendre le mot de Simone Weil, à propos de l'Iliade, il y a au milieu de toute cette force une autre force aussi, d'ailleurs, ce n'est pas de la faiblesse, c'est donc encore une force, mais une force plus tendre, plus à l'écoute, plus ouverte, qui est la force de la femme, des femmes, dans l'Iliade, et je crois que c'était un filon magnifique à suivre. Alors vous venez de citer Simone Weil, Daniel Mesguich. Avant de passer la parole à Emmanuel Lescaut, je voudrais peut-être prendre le risque de vous lire moi-même 4 vers de l'Iliade, parmi ceux que Simone Weil avait donc en effet traduit elle-même en 1941, quand elle publie ce texte intitulé L'Iliade ou le poème de la force, qui donne la vérité aussi, selon elle, de la Seconde Guerre mondiale. Pour elle, Homère est le poème de la vérité, de la dureté de la condition humaine, celui qui a chanté de façon absolument pure la souffrance humaine, qui fait que la force dans la guerre transforme l'homme en chose, et les femmes sont dans cette vérité. Elles ne sont pas, disons, moins, elles ne masquent pas, leur tendresse ne masque pas la force. Au contraire, la fait apparaître quand elles disent, par exemple, il n'aura pas d'enfant sur ses genoux, pour lui dire papa. C'est vraiment, et ça vous le chantez tous les deux, c'est la vérité de la guerre. Mais c'est vrai que leur rapport à la vie, au corps, fait que la force, la dureté de la guerre apparaît encore plus directement dans leur voix que dans le récit. Ou dans les débats ou dans les colères des héros de l'Iliade. Je vous lis ces quelques vers qui sont dans la bouche d'Andromaque et Emmanuel Lescaut, si vous voulez le situer dans les figures féminines, c'est vraiment très, très impressionnant. Elle criait à ses servantes aux beaux cheveux par la demeure de mettre auprès du feu un grand trépied, afin qu'il y eût
Pour Hector, un bain chaud au retour du combat. La naïve. Et là, c'est Homère qui parle. Elle ne savait pas que bien loin des bains chauds, le bras d'Achille l'avait soumis à cause d'Athéna aux yeux verts. Donc Hector était mort et Simone Veil commente « Certes, il était loin des bains chauds, le malheureux. Il n'était pas le seul. Presque toute l'Iliade se passe loin des bains chauds. Presque toute la vie humaine s'est toujours passée loin des bains chauds. » Et donc il y a cette dureté de la guerre que les femmes partagent et en même temps qu'elles font ressentir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Simone Veil, Emmanuel Lescaut? Elle a elle-même traduit à ce moment-là, elle était helléniste, elle aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation de l'Iliade? Est-ce que pour vous, ça résonne aussi tout particulièrement aujourd'hui? Est-ce que l'Iliade, qui est revenue très fortement au moment de la Seconde Guerre mondiale dans le paysage européen, est aussi dans sa vérité en lien avec notre histoire aujourd'hui? Bon, ça fait beaucoup de questions, mais les dépliez comme vous voulez. Alors, je suis évidemment, cher Frédéric Worms, très impressionné de parler après ce texte, cette traduction admirable. On regrette qu'elle n'ait pas traduit plus, on aurait voulu. Quelqu'un comme Simone Veil pouvait faire une Iliade extraordinaire. Oui, bien évidemment. Ce texte de Simone Veil, moi, m'accompagne depuis mes plus anciennes études d'Homère. Homère, dans toutes les guerres, je crois que dans les besaces des soldats allemands et français de la guerre de 14, il y avait l'Iliade. C'est-à-dire... L'Iliade et des portraits de femmes, souvent. Oui, absolument. Absolument. Homère est vrai dans le sens où il ne masque rien. Rien n'est masqué. Et les femmes sont, à tout point de vue, c'est aussi pourquoi faire une Iliade des femmes pouvait paraître un peu aussi comme un défi au départ. Vous connaissez le philosophe Raymond Ruyé qui avait commis un petit livre, je ne sais plus quand, mais ça vous devez le savoir beaucoup mieux que moi, Frédéric Worms, qui s'appelle Homère au féminin, dans lequel il soutenait la thèse que l'auteur de l'Odyssée était une femme. Alors, une thèse très séduisante, et pourquoi pas? De toute façon, tout candidat est bon pour être Homère, et toute candidate. Homère ne masque rien, Homère n'a aucune espèce de tabou. Homère dit par les femmes la violence du combat, la finitude de l'homme. Et quand nous disons femmes, encore une fois, n'oublions pas que ces femmes sont toutes plus ou moins d'origine divine. Donc ce sont des femmes, ce sont des héroïnes, des demi-déesses. Et les déesses elles-mêmes qui n'ont de différence avec les femmes que l'immortalité. Mais pour le reste, la grandeur de l'Iliade, comme de l'Odyssée d'ailleurs, c'est de faire souffrir les déesses. Au chant 5, nous l'avons chanté, passage extraordinaire. Aphrodite, la déesse de l'amour, celle qui est la cause de la guerre de Troie, puisque c'est celle qui organise l'enlèvement d'Hélène. Ce sont les femmes qui sont l'alpha et l'oméga de la guerre. Bien sûr, c'est une guerre faite pour les femmes. C'est une guerre qui part des femmes, qui aboutit aux femmes, qui passe par elles, et qui est toujours, les femmes sont le lieu de la révélation de la guerre. Donc, même Aphrodite est blessée au poignet par Diomède, elle saigne. Autrement dit, les déesses saignent, les femmes pleurent, mais rient aussi. Héra arrive à raviver le désir chez Zeus et ils font l'amour sur le sommet de l'Ida. La vérité d'Homère est autant sinon plus dans les femmes que dans les hommes. Voilà. Daniel Mesguich, quel est le portrait de femme qui vous a le plus frappé et qu'est-ce que ça vous a... Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ça? Oui, non seulement je suis d'accord, mais j'irai même presque plus loin, si je peux me permettre. C'est que je pense que, enfin, je vais dire une chose un peu trop générale sans doute, mais la musique est féminine, la poésie est féminine, l'écriture est féminine. Homère est donc féminin, en quelque sorte. Homère n'est pas Agamemnon ni Achille. Homère, c'est celui qui chante, justement, et non pas celui qui fait la guerre. Et donc l'Iliade des femmes s'imposait presque. Enfin, on rend à Homère femme ce qui était femme déjà. Voilà. Alors, la figure féminine, je ne sais pas. Je pense que c'est Andromaque. Andromaque. Alors, pourquoi Andromaque? De son côté, c'est la mère du fils d'Hector? C'est l'épouse d'Hector? Ça va être la veuve d'Hector?
Oui, peut-être aussi à cause des réminiscences postérieures, enfin Dans Racine. le théâtre français. Oui, dans le théâtre français. Mais non, je crois que moi, je suis très ému d'abord par la mort d'Hector et par les préparatifs. Enfin, quand elle lui dit ne pars pas, reste ici, reste à ce mur, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est la plus sage, la plus forte, justement. Voilà, mais bon, c'est tout à fait subjectif. Dans l'Iliade, les femmes sont partout, finalement, sauf au combat proprement parlé, sauf avec les épées et les boucliers, si je ne me trompe. Et elles ont quand même le combat. Les hommes ont quand même aussi un côté féminin. Vous auriez pu aussi faire apparaître ce côté féminin de certains hommes, ou bien est-ce qu'il y a quand même un clivage, une séparation? Est-ce que vous pourriez faire aussi une Iliade des hommes, Emmanuel Lescaut, ou bien est-ce qu'on aurait pu faire glisser parfois la souffrance féminine dans les voix masculines, comme les accents féminins apparaissent dans vos voix à tous les deux d'ailleurs? Je crois que l'Iliade, bien sûr, est menée, comme le rappelait Daniel Mesguich, l'Iliade est menée par les hommes tuent, les hommes sont tués. Maintenant, Achille pleure, Patrocle souffre, les larmes des hommes sont très importantes dans la culture grecque archaïque. Ça n'est pas déchoir pour un héros que de pleurer, pas du tout. N'oublions pas que finalement le rapport homme-femme ou dieu-déesse, mais le rapport homme-femme chez Homère est du même ordre que le rapport entre soi et l'ennemi. Celui qui, peut-être paradoxalement, est le plus féminin de tous les héros, d'ailleurs il a dû se déguiser en femme dans une partie de son mythe, c'est Achille. Et pourquoi est-ce qu'il est si féminin, Achille, à mon avis, dans ma perception? C'est parce qu'il dit, de toute façon, qu'est-ce que je fais là, moi? Les Troyens ne m'ont rien fait. Achille est celui... Alors rappelez-nous, Emmanuel, pourquoi il est là, en fait. Il est là. Achille est là, bien sûr, parce qu'il est le plus fort des Achéens, parce que il avait prêté serment à Agamemnon d'aller récupérer la femme de son frère. Donc il est là parce qu'il fait le job, comme on dit aujourd'hui. Mais Achille va faire la première grève de l'histoire, puisqu'il décide d'arrêter de se battre pour les siens, parce qu'Agamemnon l'a outragé en le privant de sa captive. Et cette captive Briséis, qui est une sorte d'image de la faiblesse absolue, une prise de guerre, Achille l'aime et il le dit autant que si c'était sa femme légitime et une princesse achéenne. Ça montre bien que les hommes dans l'Iliade sont au même niveau d'engagement affectif et d'humanité que les femmes souffrantes, et parfois plus. Autrement dit, la destinée d'Achille est tissée par les femmes. Alors, une des idées de Simone Veil, quand elle commente l'Iliade ou le poème de la force, ça n'est pas de dire finalement, presque, j'allais dire, comme on pourrait le croire, que Homère condamne la guerre en décrivant la force, mais que ça va beaucoup plus loin que ça, et qu'au fond, pour nous éloigner de la guerre, il suffit de la décrire finalement. Nous aurions une répulsion, et la beauté du texte, la beauté pure du texte réside justement dans cette vérité de ce qu'il dit. Il n'y a même pas besoin de dénoncer. Au fond, j'ai parfois l'impression que revenir à cette dureté originelle de la guerre, c'est sans la masquer, sans l'accompagner d'un pathos, mais revenir à cette description, c'est aussi un des gestes que vous aviez envie de faire. Au fond, je n'allais pas dire un peu platement dans l'ensemble des discours d'aujourd'hui, face à ce retour de la violence, mais néanmoins quand même comprendre quand même ce qui arrive à l'homme quand il est face à cette violence. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que la présence de la guerre a été importante pour vous aussi dans votre rapport à ce texte, Daniel Mesguich? Oui, la guerre, c'est ce qui est dit, c'est le dit. Mais le dire, encore une fois, lui, reste beau, tout simplement. Voilà. Alors, il y a un rapport entre les deux, quand même. Bien sûr qu'il y a un rapport entre les deux, mais alors là, c'est compliqué, parce qu'on pourrait presque soutenir l'inverse. Quand Godard fait le film Les Carabiniers, par exemple, et qu'il montre la guerre, lui, Godard, qui sait très bien filmer, qui fait des images parfaites, léchées impeccablement, etc., tout à coup, filme mal, en quelque sorte. Parce qu'il dit, mais moi, je n'ai pas à rendre belle la guerre. Je filme mal parce que la guerre, c'est mal. Voilà. Alors, on pourrait
pourrait dire, le dire n'avait qu'à être aussi mauvais que le dit. Comme dit Peggy, dire bêtement les choses bêtes, durement les choses dures, douloureusement les choses douloureuses. Douloureusement les choses douloureuses. Alors je ne sais pas où il faudrait se situer entre les deux propositions qui sont vraiment inverses. Je ne sais pas si Emmanuel, est-ce que vous avez pensé à la guerre? Est-ce que la guerre était très présente? Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus, parce que l'effet que ça donne pourtant quand on entend le disque. Le biais choisi fait que ce sont les effets de la guerre en permanence que nous devons interpréter vocalement. Nous devons interpréter des effets de la guerre. Et puis quand même, chez les Grecs, même s'il ne s'agit pas, surtout chez Homère, d'enjoliver quoi que ce soit, chez les Grecs, le moindre vers, car ce sont des vers, il y a tout ce rythme, cette forme extraordinaire, même en parlant des blessures les plus violentes, des lances qui traversent les parties honteuses ou le cerveau de la cervelle qui se répand. Évidemment, je n'ai pas choisi ces passages parce qu'ils ne mettaient pas en cause directement des femmes. Mais même dans les descriptions anatomiques qui n'ont rien à envier aux blockbusters américains, eh bien, la beauté absolue de la forme fait que, voilà. Et cette beauté se module pourtant, Emmanuel Lescaut, c'est-à-dire qu'en fait, on entend bien dans vos interprétations respectives que tantôt vous partez dans la lamentation, tantôt dans l'exaltation. Vous avez modulé toute la palette affective. Si c'est une immense musique d'affect, est-ce que les Grecs, dans leur technique musicale, pour y revenir une dernière fois avant de prolonger un tout petit peu encore cette conversation, est-ce que cette technique musicale est quand même aussi affective, vise à affecter l'auditeur et sur toute sa palette, y compris parfois l'émouvoir négativement, lui faire souffrir avec les personnages, ou bien est-ce que la beauté emporte tout? Je crois que, si je puis me permettre, Frédéric Worms, les Grecs ne faisaient peut-être pas, en tout cas, les Aèdes, ces différences. Homère est premier, d'Homère est né tout le théâtre, tragédie comme comédie, tout est sorti d'Homère. Toute la musique, vous dites même qu'il est le père de la musique. Oui, de la mousiké, parce que musique chez les Grecs, ça veut dire l'art des muses. Redites-le juste pour l'entendre. Mousiké. Et Homère, c'est le mot psychosaner, c'est-à-dire c'est celui qui invente l'homme musique. Voilà. Donc tout est né du texte homérique lui-même, et forcément, on en parlait d'ailleurs juste avant l'émission avec Daniel Mesguich, Homère fait rire aussi. L'Iliade fait rire. La comédie est aussi dans ce texte. Donc, quand vous parliez, Frédéric Worms, de la palette des émotions, elles y sont forcément toutes. Et elles ne sont pas vraiment dissociables d'une beauté qui serait une beauté au sens idéaliste, un peu à l'allemande. Non. Voilà, donc Daniel Mesguich, il y a à la fois cette beauté irrésistible du texte, y compris en français dans l'entre-deux langues, mais toute cette expérience humaine, affective, qui va se retrouver dans le tragique, dans le comique, dans le théâtre en général, vous l'avez redéployé à partir d'Homère? Ah oui, certainement. De toute manière, à partir d'Homère, comme le dit Emmanuel, tout vient d'Homère, absolument. C'est la matrice absolue. Mais je voulais juste dire une petite chose à propos de la guerre et à propos du contenu, pour le dire comme ça. C'est que la guerre n'a pas été très présente, mais j'ai entendu par exemple Emmanuel, juste à l'instant, prononcer le mot blessure, et il a allongé le U de blessure de telle manière que j'ai vu presque la plaie, les lèvres de la plaie, la blessure. Eh bien, comme un coup de scalpel, comme ça. Eh bien, je pense que en fait, je suis Cratylé. Alors, Cratyle. Cratyle. Ce personnage de Platon qui pense que les mots les mots sont des noms qui disent la vérité des choses. Qui disent exactement ce qu'ils désignent. On ne pouvait pas avoir d'autres mots parce que c'est collé presque à ce qu'on désigne. Mais bien sûr que j'aime Saussure, bien sûr que je suis au fait, enfin le plus que je peux en tout cas, de la linguistique actuelle, et j'entends bien que Cratyle est ridicule, sinon le mot bras ne pourrait pas se dire arme en anglais, enfin on dirait bras partout. Si J'ai toujours été surpris qu'en allemand le mot lune soit masculin. Par exemple, voilà. Mais Cratyle a raison aussi, en quelque sorte. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le mot beurre est gras.
le mot bronze est lourd, qu'on le veuille ou non. Et si Cratil avait absolument tort, il n'y aurait pas de poésie, il n'y aurait que la langue de la tractation et de la transaction. Enfin, voilà. Et donc, je crois que, plus que la guerre, c'était Cratil qui était avec nous dans le studio d'enregistrement. Et donc, en jouant vraiment la force et la suggestivité de chaque mot, évidemment, il y avait la guerre. Il y avait la guerre, et puis tout le reste de l'expérience humaine. Emmanuel Lescaut, un tout dernier mot, ou à l'un ou l'autre, ou vous deux en même temps? Cratil, oui, absolument. La langue grecque est une langue qui colle complètement, qui colle à son sens. Encore faut-il la dire, encore faut-il l'entendre prononcer, l'entendre à la fois marteler et chanter. Merci à vous deux. Je souhaite à beaucoup d'auditeurs de se plonger entre vos deux voix et de rencontrer la vérité des choses. Les discussions du soir, Daniel Mesguich et Emmanuel Lescaut, Julien Douminc, Claire Poinsignon, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms.